Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Schall, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce numéro aussi exceptionnel que les précédents 6 ans davantage de la radio, web radio, podcast EdTech France en direct du stand Territoire apprenant de la Banque des Territoires au salon Educatech Educatis. Nous sommes diffusés en streaming sur edtechfrance.fr et sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN, la Maïf. Pour interagir avec nous, 3 hashtags, hashtag EdTech, hashtag Educatechtis, hashtag Terre Apprenant. Lieu de formation et de recherche, la Lab School propose à ses élèves d'évoluer dans des classes flexibles où ils choisissent en partie l'ordre de leurs apprentissages. Quelle pédagogie est proposée? Pourquoi mettre l'accent sur ces fameuses soft skills? Les enfants s'y épanouissent-ils? On va pouvoir leur poser la question car on a des enfants en plateau. Je suis très jaloux parce que du coup c'est eux les vedettes. Plus personne ne me regarde. Voilà, on ne regarde qu'eux, on les prend en photo et tant mieux. Ils sont là pour répondre à nos questions. Et puis on est venu aussi avec une adulte, Pascale Hague, qui est cofondatrice du Lab School Network et de la Lab School Paris. Comment vas-tu Pascale? Bonjour, je vais très bien, merci. Et toi Rémi? Ça va, puis surtout on va demander aux enfants qui sont là. Alors là, Laïla? Oui. Comment vas-tu? Ça va. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, et donc tu es élève de la Lab School Paris. Oui. Depuis combien de temps? 3 ans. Depuis 3 ans déjà. Et Ulysse qui est à tes côtés? Moi, j'ai 10 ans. T'as 10 ans, ouais. Je suis aussi à la Lab School depuis 3 ans. D'accord. Vous êtes parmi les premiers, c'est ça? Oui. On est les premiers. Les survivants? Oui. D'accord, les plus anciens. Bon, on va vous poser plein de questions parce que ça nous intéresse de savoir comment vous vivez cette école. Et j'en ai très heureux de... Merci Pascal d'être venu. Je suis très embêté parce que du coup, il sèche les cours cet après-midi. Mais bon. Oui, mais avec l'autorisation des enseignantes. Donc tout va bien. Alors la Lab School, moi je l'ai découvert récemment. C'est un lieu à Paris qui est d'abord assez extraordinaire. Mais je voudrais, puisqu'on a la chance de t'avoir, que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce que c'est qu'une Lab School et que la Lab School Paris en particulier? Alors en quelques mots, une Lab School, c'est un lieu où se conjuguent 3 activités. De l'enseignement, puisque ce sont des écoles où il y a des enfants. Ce sont souvent des écoles qui sont adossées à une équipe de chercheurs ou qui sont même situées sur un campus universitaire. Ce n'est pas notre cas, mais donc la deuxième activité, c'est de la recherche et c'est aussi de la formation, puisque ce sont des lieux qui accueillent aussi des enseignants qui sont en train de se former à toutes les pratiques qui peuvent être appuyées sur la recherche. Ça a été facile d'ouvrir une Lab School en France? Il y en a d'autres d'ailleurs? Il n'y en a pas encore d'autres, mais on espère. Enfin, s'il y en a une dans l'académie de Dijon. D'accord. En bref, c'est un projet que moi j'ai voulu porter en découvrant qu'il y avait un gros clivage entre la recherche dans le domaine de l'éducation et les applications pratiques. C'est-à-dire que les chercheurs font beaucoup de choses, beaucoup de découvertes, et ça ne se traduit pas forcément très rapidement au niveau des pratiques dans les classes. Et donc j'ai eu envie de créer d'abord un réseau pour mettre en lien les chercheurs avec les acteurs éducatifs qui avaient envie d'être accompagnés. Et en m'intéressant aux différents dispositifs qui existaient, j'ai découvert des lab schools, donc des écoles laboratoires qui existent depuis la fin du 19e siècle en Amérique du Nord. L'une des premières a été fondée par John Dewey à Chicago. Et pour répondre justement aux problématiques d'un changement social, d'un changement culturel, d'un changement historique à la fin du 19e, à la période industrielle. Et on est aujourd'hui à nouveau dans une période de grands changements avec les technologies numériques qui ont quand même bouleversé notre existence. Et curieusement, c'est une époque aussi de renouvellement des lab schools, puisqu'ils s'en sont créés 3 en Europe les dernières années, entre 2015 et 2017. Dans quel pays européen en Angleterre, en République tchèque et à Paris. Et on commence actuellement un projet européen avec les 5 lab schools qui existent en Europe, dont 3 ont été vraiment de création très récente. Tu es enseignant-chercheur toi-même? Moi, je suis enseignant-chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales.
Et je travaille principalement sur le bien-être à l'école et sur l'innovation pédagogique et justement sur les collectifs apprenants aussi. Ça veut dire, ce lien avec la recherche, que c'est sérieux, Lab School. C'est pas un on cirque, essaye. c'est pas une garderie, c'est pas... Ah non, ça n'a rien d'un cirque. Non, c'est un espace où moi j'ai le sentiment que pour l'éducation, comme tout le monde a été à l'école, tout le monde a quelque chose à dire bien sûr, tout le monde a été à l'école ou a des enfants qui vont à l'école ou a le petit-fils de l'arrière-grand-mère qui a une expérience positive ou négative, mais ce qui fait que tout le monde a des opinions très très fortes et l'éducation est un sujet qui suscite énormément d'émotions. Et pour moi, le fait de s'appuyer sur la recherche, c'est quelque chose qui peut nous servir aussi de boussole pour aller au-delà des opinions, des expériences individuelles, mais de plutôt essayer de prendre un peu de hauteur. L'idée, c'est d'essaimer aussi, c'est d'être un laboratoire pour les autres. Oui, c'est de partager le plus possible. Donc, il se trouve que la Lab School Paris, par la force des choses, a été créée comme une école associative, donc en dehors du système traditionnel. Ce qu'on appellerait le privé hors contrat, voilà, dans lequel il y a beaucoup de choses. Privé hors contrat, qui pour moi était très douloureux. Moi, je suis enfant d'enseignant du public et j'ai tout fait pour essayer de lancer cette initiative dans le cadre de l'éducation nationale dès le départ. Et pour des raisons je crois que le rythme des institutions n'est pas tout à fait le rythme des individus. J'ai rencontré beaucoup d'intérêt, je continue à travailler avec l'éducation nationale, j'accompagne des groupes de développement professionnel, j'accompagne toute une circonscription qui veut devenir circonscription apprenante dans le 17e arrondissement de Paris. Donc, l'idée, c'est quand même de partager le plus possible, de transférer les apprentissages autant que possible. Mais pour l'instant, on travaille à toute petite échelle, donc dans une petite école de 50 élèves qui accueille des élèves du CP à la 5e actuellement. Et où on s'appuie à la fois sur les pionniers, bien sûr que Freinet, John Dewey, Maria Montessori nous ont apporté énormément de choses. Et en même temps, on est au XXIe siècle avec, je le disais tout à l'heure, des outils numériques qui ont transformé les pratiques éducatives et sur lesquels on aurait vraiment tort de ne pas prendre appui et surtout auxquels on a besoin de former les enfants aussi. D'accord. Et alors, qui sont justement ces enfants qu'on a à la Lab School ? On va leur poser la question après de ce qu'ils font, mais globalement, quel est le public qu'on reçoit ? Alors, ils pourront confirmer, Ulysse et Leïla, mais dans l'ensemble, on a une grande diversité d'enfants qui vont d'enfants de familles qui ont un petit peu de mal à trouver leur place à l'école ou qui ont eu des expériences difficiles et qui cherchent un environnement un peu différent. D'autres familles où les enfants pourraient parfaitement s'accoutumer du système traditionnel, mais qui souhaitent par exemple un environnement bilingue ou un environnement où on met l'accent sur les compétences socio-émotionnelles aussi. Ce qui peut être le cas dans l'éducation nationale, mais c'est l'expression que reprennent les parents, c'est la loterie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une année un enseignant avec qui tout se passe très très bien, puis l'année suivante, pour des questions d'affinité ou pour des questions de pédagogie, un environnement moins favorable. Et ils ont envie de quelque chose de cohérent durant toute la durée du cursus, sans interruption. Alors on va se retourner vers eux maintenant. Vous allez nous expliquer, avec vos mots, ce que vous faites dans une journée. Tiens, une journée type. Comment ça se passe? Et puis aussi, qu'est-ce que vous aimez le mieux? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Vous n'avez pas le même âge, mais vous êtes dans la même classe, c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment... C'est différent, les classes? Comment ça se passe? Répondez dans l'ordre que vous voulez. Ils se font des politesses. Laïla, vas-y. Alors, tu es dans la même classe qu'Ulysse? Oui. Ouais. Et pourtant, vous n'avez pas le même âge. Alors que dans une autre école, vous ne seriez peut-être pas dans la même classe. Là, comment ça se passe, les classes? Comment l'espace est aménagé? Je sais pas trop comment répondre. Parce que avant d'arriver à la Lab School, tu étais dans une autre école? Oui. Dans une autre école, il y a une salle avec des tables les unes derrière les autres, souvent, puis il y a un tableau avec... Bon, pour avoir visité ton école, là, aujourd'hui, c'est quand même très différent. Comment ça s'organise quand on rentre? Les tables ne sont pas... Il y a des tables devant un tableau, mais il y en a d'autres à part. Ouais. Et est-ce qu'on s'assoit toujours à la même place? Non. Non? Non, on a des sièges différents. D'accord. Et c'est pas toujours que des chaises. C'est des tabourets culbuto, des pots violets. Mais pour ça, il faut que tu montes en niveau. Ah, c'est quoi cette histoire de niveau alors? Raconte-moi. Il paraît que vous avez des ceintures, j'ai entendu ça. Oui, Ulysse peut le dire aussi. Alors, Ulysse, raconte les ceintures. On a un système de ceinture de comportement. Ouais. Au début de l'année, tout le monde est ceinture blanche. Ouais. Et on peut demander à passer une ceinture et puis les enseignantes jugent si elles pensent que tu peux passer.
D'accord. D'abord, en fait, quand tu demandes à passer, il y a n'importe quel élève qui peut te soutenir. Ah ouais? Et puis ensuite, les ceintures marron et dorées peuvent dire quelque chose de constructif. D'accord. Et puis ensuite, les enseignantes, on le décide à la fin. Ouais. Et Et t'es quelle ceinture, toi? en fait, on est les premières ceintures dorées de cette année. Là, top. Alors, là, mais c'est des vedettes qu'on a là, carrément, quoi. Des golden belt, une ceinture dorée. Et je le disais golden belt parce que vous parlez un peu anglais aussi, non? Il est bilingue, mais pas moi encore. Pas toi encore? Parce que l'anglais, vous le parlez quand et comment à l'école? Étant donné qu'il y a une personne cette année qui ne parle pas du tout français, qui est à l'école, on traduit à chaque fois qu'on fait quelque chose. Des fois, on parle d'abord en anglais et on traduit en français. Il y a un enfant qui a le métier de traducteur, donc qui doit écouter et traduire ce que la personne a dit. C'est génial. Donc il n'y a pas un cours d'anglais. L'anglais, c'est une langue que vous parlez comme ça dans la classe avec d'autres enfants et puis avec un enfant traducteur et puis ils sont responsabilisés. Il y a quelque chose, Pascal, qui m'avait marqué. Quand j'avais visité, il y a une affiche que j'ai même prise en photo. Où il y avait écrit tout le monde a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper. Ça, on le trouve pas souvent affiché dans les murs des écoles. Je pense que c'est en train de devenir de plus en plus courant. Je pense qu'on entend beaucoup parler du droit à l'erreur. Ouais. Ça met un peu de temps à entrer dans les mœurs parce que les enseignants qui eux-mêmes n'ont pas été éduqués avec le droit à l'erreur peuvent parfois avoir un petit besoin d'un peu de temps, mais je pense que vraiment c'est quelque chose qui entre dans les mœurs. Je voulais juste commenter cette histoire de ceinture parce que je trouve que c'est une bonne illustration de la façon dont on s'appuie à la fois sur les travaux des pionniers, puisque ça vient de la pédagogie institutionnelle, et de choses plus récentes, parce que ça participe de ce qu'on appelle l'enseignement explicite des comportements et le soutien au comportement positif. Et ça, c'est un chercheur qui s'appelle Steve Bissonnette, qui est québécois, et qui dit un enfant qui ne sait pas lire, on lui apprend à lire. Un enfant qui ne sait pas compter, on lui apprend à compter. Et un enfant qui ne sait pas se comporter, qu'est-ce qu'on fait? On le punit. C'est pas normal. Et donc on est dans une approche pour que tous les enfants comprennent les codes, les comportements attendus. On définit ensemble les règles de la classe. Et ce cheminement des ceintures, ça va avec les comportements attendus. Donc c'est une manière d'expliciter ces choses-là et de soutenir les comportements positifs. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre truc que vous avez envie de partager là en particulier? Qu'est-ce que Laïla, qu'est-ce qu'il y a un truc que tu aimes vraiment bien à l'école? N'hésite pas à le dire dans le micro. Là, je te vois que tu réfléchis là. T'aimes rien? T'aimes rien à l'école? Ah si. Ah si, alors qu'est-ce que t'aimes bien en particulier? J'ai pas spécialement de trucs en particulier que j'aime bien. Est-ce que tu te sens bien cette école? Oui. Et alors pourquoi on s'y sent bien? Est-ce que t'as beaucoup de devoirs? Il y en a, mais non. Mais ça va? Ça va. Est-ce qu'il y a beaucoup de contrôles, des trucs comme ça? Non. En fait, c'est plutôt des évaluations qu'on a. Et les évaluations, elles se passent comment? C'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez être évalué, c'est ça? Ou il y a des contrôles surprises, on arrive le matin, prenez une feuille, contrôle surprise? Non. Non, ça n'arrive pas. On est plutôt bienveillant, j'ai l'impression. À Lab School est plutôt dans l'épanouissement, quoi. Et puis, il y a une table qui est rigolote, qui est en forme de serpent, là aussi, j'ai l'impression. C'est très différent de ce qu'on voit. C'est pour pouvoir parler, mais que l'enseignant puisse voir tout le monde de la même façon. C'est-à-dire que dans une école normale où tu es en rang, tu vas mal voir ce que fait la personne derrière et bien voir ce que fait la personne devant. Là, on voit tout le monde. Vous êtes tous en face. Et vous avez des copains, j'imagine, qui sont dans des écoles, vous avez dit normales, alors, je ne sais pas s'il faut dire normal ou pas normal, disons traditionnelles. Vous avez des copains que vous croisez peut-être ailleurs, au judo ou ailleurs. Et quand vous parlez de l'école, est-ce que vous vous dites j'ai de la chance d'être là, ou est-ce que c'est pas un sujet dont vous parlez entre vous? Moi, non. Toi, non, toi, t'en parles pas? Non. Quand c'était comme mon amie Ludivine qui est partie, qui était dans l'école avant et que maintenant elle est dans une école dont elle s'en sent moins bien. Ça sent moins bien. On en parle, mais c'est pas la première chose dont on va parler. D'accord. Bon, super. Donc là, ils sont en 6e, et la 5e, qu'est-ce qui se passe pour la 4e alors?
On grandit en même temps que les Ah, enfants, ça, c'est-à-dire c'est qu'on bien. a ouvert le jusqu'au CM2 la première année, la D'accord. 6e l'année dernière, la 5e cette année, donc la 4e sera pour l'année prochaine et la 3e l'année suivante. D'accord. Alors, évidemment, c'est une école, ça coûte de l'argent, parce qu'il y a des enseignants, parce qu'il y a des locaux, parce qu'il faut acheter du matériel. Donc, comment ça se... Malheureusement. Quel est, j'aime pas tellement ce terme, mais quel est le modèle économique du coup de Alors, la Lab School, qui est une association? on est Oui, d'accord. c'est une association. Alors pour moi, ce qui était extrêmement important, et c'est ce qui a déterminé le modèle économique, j'ai encore l'impression de dire un gros mot quand je parle de modèle économique, parce que c'est vraiment, moi je suis chercheur et c'est pas du tout Ouais. mon environnement. Il faut bien vivre, Et madame. j'ai été aidée, mais oui Ouais, monsieur, ouais. à qui le dites-vous? Non, j'ai été beaucoup aidée parce que j'ai été accompagnée par le Liberté Living Lab Ouais. qui nous a accueillis, qui accueille le Lab School Network, donc le réseau pour des événements et qu'on peut utiliser aussi Ouais. pour des rencontres. Ben, on s'y est On a rencontrés accueilli d'ailleurs. Thomas Cotinet hier. Oui, tout à Voilà. fait, d'ailleurs, j'ai vu ça. Ouais. Et donc, c'est eux qui m'ont aidé à construire le fameux modèle économique. Et pour moi, ce qui était essentiel, c'est qu'une lab school, pour que ce qu'on mette en place puisse être potentiellement transférable, il faut de la mixité sociale. Oui. Parce que si on Ouais. a une école avec uniquement des enfants d'une élite socio-économique, on ne va pas forcément avoir des choses transposables. Et donc, on a eu la chance d'être soutenu par 2 fondations et un fonds de dotation, la fondation Alter Equer et la financière de l'échiquier et le fonds de dotation Savoir, qui nous donnent des bourses pour des enfants de milieux défavorisés. D'accord. Donc, on a donc ces 5 bourses et puis après, on a des tarifs dégressifs Ouais. en fonction des revenus familiaux. Là aussi, malheureusement, on est obligé de limiter le nombre d'enfants Bien sûr. par catégorie parce que sinon, on n'arriverait plus à payer les profs. Mais on est à la recherche de plus de sponsors pour avoir de plus en plus de mixité au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'élèves aussi. Mais ça tombe bien parce que là, il y a un micro. Hein, il y a des gens Voilà, qui nous donc je écoutent, lance qui sont un là, appel. qui nous écouteront D'ailleurs, après. On va lancer une campagne de dons pour la fin de l'année, puisqu'il paraît que c'est le moment où les gens peuvent encore défiscaliser un petit peu d'argent avant de... Moi, je crois que C'est ce c'était qu'on la m'a magie. dit, hein, c'est moi, je Mais sais non, pas, parce que j'y pas du connais tout, rien c'est la en magie finance. de Noël. Ah, Ça c'est la magie de ça Noël, pas rien oui. à voir Ah mais oui, je vois plein de Père tout de Noël suite par le ici. fisc, pas Oui, du tout. pardon. Donc vous avez envie d'aider la Lab School, vous avez envie d'aider l'initiative qui porte l'innovation éducative, voilà, avec un beau projet, avec des enfants qui sont heureux, qui sont beaux en plus, ouais, ils sont bien habillés, ils sont souriants, voilà. Donc Pascal Hague, Liberté Living Lab. Sur Internet, on te retrouve. Oui, c'est Voilà, bien, il facile- faut c'est facile à trouver. soutenir. Et puis, alors, moi je représente des entrepreneurs du numérique. Je t'ai présenté tout à Oui, l'heure tout à fait. l'une de ces entrepreneuses qui a une solution qui pourrait être intéressante. On va faire un partenariat, je le dis, mais je déflore un secret, mais parce que dans l'innovation, il y a évidemment le numérique. Alors, comment ça se passe à l'école là? Il y a des ordinateurs, il y a des Alors, choses que des vous faites? ordinateurs, on les a eus par un cadeau du Bon Coin qui a à un moment Ouais. renouvelé son stock d'ordinateurs et qui nous a fait cadeau de 22 ordinateurs à l'ouverture. Alors, qu'est-ce que vous faites sur vos ordinateurs là? Bah, plusieurs choses. Ouais, Premièrement, on l'utilise pour faire des diaporamas, pour les exposer. d'accord. En géométrie, on utilise le logiciel GeoGebra Ouais, pour voir. très bien. On utilise Duolingo. Ouais. Il y a Padlet aussi. Ouais, D'accord, mais Padlet. ça en fait des choses. Et ça vous intéresse de Oui, travailler sur oui. les ordinateurs? Ouais. Alors, on a... Oui, justement la proximité du Liberty Living Lab, qui est aussi un lieu qui accueille pas mal de startups dans le domaine de l'innovation. On a l'occasion d'échanger avec eux et par exemple, on est en train de conclure un partenariat avec Learn Enjoy qui nous a confié ouais. des tablettes pour Super. tester à la fois leur application, mais éventuellement tester d'autres choses aussi et leur faire un retour sur leur travail. Donc Learn c'est Enjoy un partenariat. qui sont aussi Oui, sur le oui, salon, voilà, qui tout à sont fait, liberté. Oui, parce que vous acceptez aussi les dons en nature. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Les tablettes, Donc, les les ordinateurs, tablettes, les voilà. téléphones. Voilà. Orange nous avait offert des téléphones Donc aussi. alors, donnez, donnez. Pascal vous le rendra. En tout cas, c'est une bonne action que vous ferez pour tous ces jeunes. On a compris que le privé hors contrat, c'était la seule solution, mais Pour c'était pas de l'instant, gaieté c'est de cœur. provisoire. L'ambition, c'est évidemment que tout ça soit repris, hein, notamment par l'éducation nationale. C'est compliqué, c'est difficile de passer à l'échelle, comme on dit. Alors passer à l'échelle, ça prend du temps forcément, mais passer à une petite échelle avec par exemple la CARDI, donc la cellule académique de recherche, développement, innovation, expérimentation. Oui. On a un partenariat depuis 2 ans. On accompagne cette année une école maternelle complète aussi. Donc ce qui est important, D'accord. c'est d'essayer de travailler de manière systémique, c'est-à-dire pas avec un individu tout seul dans sa classe, mais avec toute une école. Et donc là, c'est une école en REP dans le 19e Oui. sur un projet autour des émotions.
et à la faveur du projet européen que j'ai mentionné tout à l'heure, qui vise à mieux gérer l'hétérogénéité des classes en développant les pratiques qu'on peut qualifier de démocratiques. Oui, Donc oui. le conseil d'élèves ou toutes sortes de choses sur lesquelles on va travailler. On a notre première rencontre la semaine prochaine, donc je pourrais en dire plus la semaine prochaine. Là, le projet, c'est vraiment de travailler avec les pouvoirs publics, et j'ai rencontré plusieurs fois la DASCO, donc la Direction des Affaires scolaires de Paris, pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble dans le cadre de ce projet, pour qu'au-delà des 50 élèves avec lesquels on travaille ou des personnes qu'on forme, des enseignants qu'on forme, on puisse aller plus loin et plus vite dans le déploiement de ces pratiques. C'est quoi l'équipe pédagogique? Combien de personnes à l'Upschool? Alors pour l'instant, on a 2 enseignantes francophones, 2 enseignantes anglophones, une directrice pédagogique, une personne qui s'occupe principalement de la communication à temps partiel, une personne qui s'occupe de toute l'organisation pratique, matérielle, la comptabilité, enfin je mourrais si elle n'était pas là, 3 services civiques et pas mal de bénévoles qui viennent nous aider, qui ont envie d'accompagner le projet et donc qui prennent une tâche. Ça peut être s'occuper de l'écosystème pour accompagner une recherche-action. On fait aussi une recherche-action avec des enseignants en collaboration avec le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, autour de la question prof-chercheur, comment devenir un enseignant réflexif et pourquoi. Donc ça, c'est un partenariat aussi qu'on mène tout au long de l'année, avec un dispositif qui pourra être déployé, pour lequel un partenariat avec Canopé est en cours de réflexion. Il y a des choses qui se font. Alors. Voilà, on essaye de faire... c'est un petit cri, quoi. Voilà, un petit cri avec des plus jeunes, tout à fait. Ouais. On a parlé de soft skills tout à l'heure, tu as parlé, tu en as évoqué quelques mots. Comment est-ce qu'on on éduque ou comment est-ce qu'on fait grandir ces fameuses soft skills quand on est une école primaire, un collège, ça passe par quoi? On pourrait peut-être demander aux enfants, par exemple, qu'est-ce qui se passe le matin? Qu'est-ce qu'on dit? Que dit le président le matin quand il ouvre le conseil? Il dit « Je déclare le conseil ouvert, je donnerai la parole à ceux qui parlent le moins, on lève la main pour parler, on ne se moque pas. Et puis ensuite, je donne la parole à la personne. » Il y a un président, carrément. Oui, c'est l'un des autres métiers pour distribuer la parole. Ok. Et parfois, c'est une présidente ou pas? Oui. Ah oui. Ah, voilà. Là, en alternance. Une semaine sur 2. Voilà. D'accord. Et justement, on s'est rendu compte, alors ça, c'est toutes les études le montrent, aussi bien chez les grands que chez les petits, que les garçons ont tendance à parler un peu plus que les filles. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? On a... Comment ça s'appelle? Les statistiques. Voilà, on a quelqu'un qui fait les statistiques et on voit, oui, à la fin de la semaine, combien de pourcents des filles ont parlé et combien de pourcents des garçons ont parlé. D'accord. Et depuis qu'on a mis en place les statistiques, il y a plus de garçons qui parlent que les filles. Ah bon? Oui. En fait, on a remarqué que ça changeait aussi selon si le président est un garçon ou une fille. D'accord. Et ça, il y a des choses dont les grands pourraient s'inspirer sûrement alors. Ouais. On pourrait obliger à ce qu'à chaque fois il y a un président, puis une présidente, puis un président. Ça serait intéressant, oui. Je propose ça pour les prochaines élections. Non, mais c'est un laboratoire éducatif, mais c'est un peu plus que ça. Ce qui est intéressant, ce que vient de dire Ulysse sur le fait que selon la présidente ou le président, les prises de parole sont plus nombreuses des garçons ou des filles, ça tient à la façon dont ils ont calculé les prises de parole, parce qu'ils ont compté les prises de parole du président chaque fois qu'il distribue la parole comme une prise de parole normale. Non, à chaque fois qu'il distribue la parole. Non, mais ça dès le début en fait. Quand il dit juste... Quand il donne la parole, on compte pas. D'accord, parce que on a un chercheur sociologue de l'EHESS qui est en master et qui travaille justement sur ces pratiques démocratiques et qui est venu réfléchir avec eux à la manière dont ils comptabilisent les prises de parole. Et donc l'idée aussi dans cette Lab School, c'est qu'il y ait une rencontre entre les enseignants et les chercheurs, mais aussi entre les chercheurs et les enfants. Et ça peut prendre différentes formes. Et là, c'est par exemple à travers des échanges avec le sociologue. C'est par moments aussi en les mettant en position de chercheurs. L'année dernière, par exemple, on a fait le programme S'aventurier du numérique. On travaille aussi avec le CRI sur les aventuriers. C'était comment les aventuriers du numérique? Ah oui, c'est en face. Oui, je les vois. Au même moment, je me retourne, je vois CRI S'aventurier. Voilà. Vous vous souvenez alors de ce programme? Oui. Oui. On avait c'était pour réduire nos déchets. On avait créé un capteur de présence. Et quand la poubelle était pleine, ça
ça mettait qu'on devait vider la poubelle parce que ça détectait qu'il y avait une présence devant le capteur. D'accord. Et on avait aussi travaillé avec le robot Timio. Ouais. Ah oui, Timio et Timia. Timio et Timia. ils Ça, étaient deux. c'est comme ça qu'on les avait appelés parce qu'ils étaient deux, alors on D'accord. voulait les différencier. D'accord. Ouais, donc il y a une éducation aussi à la conscience écologique. Enfin, voilà, ça va. Oui, il y a une chose qui m'avait frappée, c'est qu'est-ce que vous aviez réalisé par rapport aux usages du numérique, justement ? Ah oui, on avait réalisé qu'1 heure passée sur Internet, Ouais. ça polluait autant qu'une voiture roulant au diesel faisant le tour du périphérique. Ah bah mince, alors j'en fais rouler alors moi des bagnoles toute la journée. Là. C'est affreux. Hein. Bon. Mm. Mais les micros là, ça pollue pas trop. Rassurez-vous. Ah, ça devrait aller. Non, c'est chouette, c'est extraordinaire. Bon ben, je vais vous laisser aller faire le tour du salon parce que il y a plein de trucs que vous connaissez. Il y a plein de ce qu'on appelle les goodies, là, les petits cadeaux qu'ils donnent sur les stands. Vous allez partir avec des badges, des stylos, des bonbons. Ils ont le droit. Hein. Là, aujourd'hui, il n'y a pas école. Là, hein. Cet après-midi, c'est exceptionnel. Donc, allez vous promener. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Quels sont les Aline, de grands nous avoir enjeux accueillis. pour terminer là, sur les prochains mois, prochaines années peut-être? Alors, le gros enjeu, c'est de trouver des locaux pour Ouais. l'année prochaine, puisqu'on a pour l'instant 2 espaces dans Paris. On voudrait rassembler tous nos élèves Ouais. sur un seul et même espace. Donc, c'est de trouver des locaux, si possible, pas trop loin du centre de Paris, parce qu'on a des enfants qui viennent aussi bien de Gennevilliers que d'Ivry, et on n'a pas envie de les perdre, donc il faut qu'on reste accessible. Et sinon, les enjeux supplémentaires, pour moi, c'est vraiment de développer le plus possible la recherche et, si possible, un centre de ressources où on puisse accueillir des enseignants, des chercheurs et des gens qui ont envie de travailler avec nous. C'est quelque chose qu'on va s'attacher à développer cette année. Ben merci. Voilà, si on peut vous aider, évidemment, on le fera. Merci Tous ceux qui beaucoup. nous ont écoutés, si vous avez été intéressés, intrigués, convaincus par ce laboratoire pédagogique, si vous avez envie de les aider, que ce soit en donnant de l'argent, du temps, du matériel ou en aidant pour trouver des locaux, évidemment, vous serez bienvenus. Merci beaucoup, les jeunes. Là, il a Merci à Ulysse, tous. votre première émission de web radio. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous avoir eu aujourd'hui. Puis, on ne peut pas parler d'éducation tout le temps sans avoir les premiers concernés. Hein, c'est quand même les enfants. C'est eux l'avenir de ce pays. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à toi. On Merci, continue les enfants. cette journée, cette belle journée de podcast Web Radio EdTech France. Et puis demain, on sera encore là, toujours pour avoir de belles rencontres. Nous sommes toujours en direct du salon Educatech Educatis. J'ai du mal à le dire, ça y est, c'est la fatigue. Sur l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires et en streaming. Merci beaucoup à tous les trois et à très bientôt. À bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.